Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 5 août 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Je ferai l'analyse des altcoins demain, bien évidemment. On va faire un gros point de marché aujourd'hui. De toute façon, ça sert à rien d'analyser une alt en particulier. Elles ont toutes un petit peu la même charte. Donc, on va faire un petit point global. On va parler macro, bien évidemment. Je pense que ce sera tout. Et on va pouvoir commencer. Je vous rappelle, pour ceux qui sont toujours chez Bybit, je pense qu'il y en a beaucoup. Vous n'avez pas vu la news circuler. Si vous avez des positions spot sur Bybit, il faut savoir que d'ici le 13 août, elles vont se fermer car Bybit arrête ses services en France. Que vous soyez français ou résident français sans être français, vous êtes impacté. Si vous résidez à l'étranger malgré ça, enfin, et que vous êtes quand même français, vous êtes malgré ça impacté par cette restriction de service. Donc, faut clôturer vos positions et les envoyer sur un autre broker ou sur une ledger ou un wallet, etc. Donc ça c'est important, faites-le parce que sinon vos positions vont se liquider d'ici le 13 août et ça peut être dommage de liquider des positions au prix actuel. Je parle pas des positions à levier bien évidemment, je parle des positions spot. Si ça fait des mois que tu accumules un truc et qu'au final tu vois que le 13 août tu as des USDT à la place, tu peux mal le prendre, donc ça c'est un peu dommage. En termes de plateforme, moi je vous propose BitGet si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien en commentaire épinglé, c'est le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page et vous pouvez vous inscrire sur BitGet ici ou sinon vous avez le lien en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo, vous avez 10% de remise sur vos fees et en plus de ça un bonus de dépôt jusqu'à 8000 $. Donc c'est un peu l'une des seules plateformes sérieuses là actuellement sur laquelle on peut trader, donc si vous voulez switcher de Bybit, je pense que c'est la meilleure alternative. Alors du coup, pour faire un point sur Bitcoin. Alors, en dehors des conflits, etc., ok, on a un conflit qui est en train de prendre forme, ça faut pas l'éviter, bien évidemment. On a bien sûr des risques de récession. Bon, j'en ai déjà parlé, mais on en a parlé de la courbe des taux et de son inversion. Faut savoir que les quelques fois où il y avait une courbe des taux inversée, la récession est arrivée 6 à 24 mois après. Les 3 dernières fois, en tout cas, c'est arrivé 6 à 24 mois. Donc ici, on avait la courbe des taux qui était inversée. En 2000, on a eu la crise de 2000, l'éclatement de la bulle Internet. Ensuite, en 2007, on a eu l'inversion de la courbe ici. Donc c'est arrivé juste là. Donc en 2006, mi-2006, on a eu la crise des subprimes en 2008. Et là, actuellement, la courbe des taux est inversée depuis ici, début 2022. Il faut savoir que généralement, la récession, ça intervient 6-24 mois après l'inversion de cette courbe. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement arriver, mais ça risque d'arriver. Personnellement, je pense que les États-Unis ont besoin de cette récession. J'ai déjà expliqué plein de fois sur Twitter, je reviens dessus rapidement. Pourquoi il y a besoin d'une récession? Car ils ont une dette qui augmente sans arrêt, en fait. Et la dette va continuer d'augmenter avec des taux élevés. Et pour eux, pour leur permettre de ne pas faire faillite justement et de pouvoir un jour rembourser cette dette et imprimer de l'argent pour la rembourser, il faudra imprimer de l'argent à des taux bas. Et plus les taux restent élevés, plus leur dette devient chère et augmente rapidement. Donc eux, ils ont tout intérêt à baisser les taux le plus rapidement possible. Mais c'est la première puissance mondiale. Ils ont la monnaie la plus forte, entre guillemets, je ne parle pas de conversion, etc. Mais le dollar est la monnaie qui est la plus utilisée dans le monde et vous doutez bien que tous les pays du monde ont une réserve de dollars. Et ont des dettes aussi qui sont backées en dollars. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de baisser les taux comme ça, d'imprimer des dollars à l'infini. Ils l'ont fait pendant le Covid, il y avait des raisons, bien évidemment. L'économie était au point mort, donc ils pouvaient se le permettre. Là, ils ne peuvent pas du tout se le permettre. Parce que d'une, les taux, ils sont super élevés, donc imprimer de l'argent maintenant, ça va créer de la dette encore beaucoup plus importante. Et deuxièmement, un dollar qui collapse, c'est pas du tout bon pour l'économie globale, ni pour les États-Unis. Ils ont tout intérêt à essayer de maintenir au maximum la force de leur dollar. Donc, le choix qui s'offre à eux, et moi c'est ce que je pense depuis quelques temps, c'est la récession, et je pense qu'ils la veulent, ils la voudront. De toute façon, pour ceux qui se souviennent, j'en ai encore parlé sur Twitter ce matin, mais quand il y avait Powell qui s'était fait troller et qui croyait qu'il parlait à Zelensky, donc le président ukrainien, alors que c'était des hackers russes qui avaient trouvé son numéro et qui l'avaient trollé, il avait clairement dit oui, la récession permettra de faire chuter l'inflation. Donc ils savent déjà qu'il y aura une récession, ça faut pas nous prendre pour des cons. Maintenant la question c'est quand, est-ce que c'est imminent, est-ce que c'est dans 1 an, etc. Bon, ça on verra bien. En tout cas là les marchés sont en train de pricer quelque chose. Je pense pas qu'on soit en train de pricer le conflit, pour être honnête, personnellement. Ça peut être le cas, hein, mais je pense que là, on met dans la tête de tout le monde le conflit, c'est ce qui fait baisser les marchés, machin. Je pense surtout que là, ça sent éventuellement peut-être la récession d'ici quelques mois, si jamais elle arrive encore une fois. Et ça permettra de baisser les taux doucement, tranquillement,
Et ensuite, ça permettra de réimprimer de l'argent et de refaire tourner la planche à billets et de rebooster tout ça. Mais en tout cas, chaque cycle, chaque fin de cycle se finit de cette manière. Inversion de la courbe des taux, l'économie pue, on peut plus imprimer d'argent, l'économie est un petit peu saturée, on a une crise, une récession et on repart tranquillement, on réimprime de l'argent, etc. 1981, 2000, 2008, etc. 2020, on a eu une petite récession et ensuite on a reparti parce qu'on a imprimé beaucoup d'argent. Le Covid était là pour permettre d'imprimer beaucoup d'argent. Donc, ouais, au vu du marché américain, je pense pas qu'on soit en train de pricer là le conflit. Je pense plutôt qu'on est en train de pricer peut-être à terme une récession. Bon, ça faudra surveiller bien évidemment. Il y a des datas à surveiller, l'augmentation du chômage, le PIB, la croissance, enfin pas ouais, on va dire la croissance, le PMI, etc. Tout ça sont des datas qui seront à surveiller. Bien évidemment, ok. Mais en tout cas, voilà, moi personnellement, je pense que la récession, ça arrangera, et c'est fou de dire ça, mais ça arrangera les États-Unis à un moment donné, et peut-être que cette récession est pas loin de pointer le bout de son nez, on verra bien. En tout cas, maintenant, tout le monde en parle, donc c'est peut-être pas pour maintenant, mais dans ces prochains mois, voilà, faudra rester à l'affût d'une éventuelle récession. Maintenant, concernant les marchés, alors, pour moi, au niveau de la dynamique du Bitcoin, alors certes, c'est violent, mais je suis pas trop étonné de ce qu'est en train de faire le prix. On en a parlé. La dynamique, pour l'instant, est baissière ici en weekly. Personnellement, je confirme que, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'ici, on est sur une consolidation de mi-chemin, un petit peu sur le style de 2019. Alors là, j'ai pas l'historique de 2019, mais j'en ai déjà parlé plein de fois. Pour moi, le fait qu'on ait laissé tous ces sommets ici intacts me montre que ce n'est pas un top définitif. Si ça avait été un top définitif, ici, là, on avait tout ce qu'il fallait pour juste faire la prise de stop, sortir tout le monde et repartir dans un marché baissier qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Au moins un an, voire 12-18 mois. Il faut savoir que les bear markets, en général, durent 18 mois en moyenne. Hein. Donc là, on serait reparti sur un marché baissier de 1 an et demi. Je pense pas que ce soit le scénario privilégié. Et le fait, justement, qu'on n'ait pas pris tous ces stops ici, m'invite à penser que, ok, ça sera une zone qui sera défoncée pour plus tard. Et une fois qu'elle sera défoncée, le prix ne retournera plus dessous et accélérera. Donc, un peu comme 2019. Maintenant, je pense pas que le prix va retracer autant qu'en 2019. 2019, on parle d'un retracement de 90% du mouvement haussier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, vous prenez votre fibre du plus bas jusqu'au plus haut ici, et le marché a retracé ici, hop, 88,6%. Et est venu faire le wake-off check de cette structure autour des 4200 $. Bon, là, si je calque ça, hein, ça va donner un BTC dans les 22 000 $. Bon, est-ce que c'est réaliste? Tout est possible. Après, c'est pas la chose la plus réaliste. Il faut savoir que le prix de production du Bitcoin il est autour des 40 à 45 000 $. Prix de production égale valeur plancher, valeur intrinsèque. S'il y a bien un endroit où tu achètes un commodity, le Bitcoin est une matière première parce qu'il a un coût de production, même s'il n'est pas physique, il est digital, c'est-à-dire que c'est une matière première digitale. Le monde évolue. Ça se trouve entre les 40 et 45 000 sont prix plancher actuellement. Alors, ce qui pourrait se passer, bien évidemment, c'est que on ait des sociétés de mining qui fassent faillite, qui soient obligées de vendre leur matériel, et donc temporairement, ça pourrait causer une grosse chute du hash rate, qui pourrait faire baisser la difficulté, qui pourrait refaire baisser le coût de production. Donc ça, c'est pour ça que le hash rate sera à surveiller. Alors pour ceux qui savent pas trop, le hash rate, en gros, ça va être la puissance de calcul du réseau. C'est une métrique qui est beaucoup regardée. Plus le hash rate augmente, plus la difficulté du réseau Bitcoin augmente, et plus miner du Bitcoin, ça coûte de plus en plus cher. Il faut savoir que ici, là, ça c'est la courbe du hash rate, hein, elle a explosé ici. Donc là, le prix de production d'un Bitcoin, ça a explosé. En plus de ça, on a l'halving qui va doubler, en théorie, ce prix de production. Imaginons que là, on ait une crise, on n'en a toujours pas eu une réelle crise. Alors, en 2021, vous allez me dire, oui, mais tonton, le hash rate a diminué. Oui, mais c'est la Chine ici qui a banni le mining de Bitcoin. Tout a été délocalisé aux États-Unis. Le hash rate est remonté rapidement. Il n'y a jamais eu de grosse crise autour du secteur du mining du Bitcoin. Alors, est-ce que là, ça arriverait? Imaginons qu'on ait une récession, que énormément de secteurs soient touchés, que le secteur du mining du Bitcoin soit touché. À ce moment-là, on verrait le hash rate s'effondrer, ce qui ne serait pas, pour la sécurité du réseau Bitcoin, très grave, puisque le Bitcoin a très bien tourné avec un hash rate 10 fois moins élevé, même 100 fois moins élevé. Il ne faudrait juste pas qu'une entité puisse récupérer 51% de la puissance de calcul. Bon, mais en dehors de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, s'il y a une crise sur le mining, donc sur le secteur du mining Bitcoin, à ce moment-là, la difficulté va s'effondrer, ce qui fera que le prix de production baissera et donc la valeur intrinsèque du Bitcoin se trouvera plus basse. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on ira chercher cette valeur intrinsèque, mais
Ça serait le seul cas où, en fait, on est vraiment dans un mouvement type 2019 et qu'on se retrouve les prochains mois à faire ça jusqu'à trouver un bottom beaucoup plus bas que ce qu'on pense. Parce qu'actuellement, ce qu'on pense, c'est la théorie, bien sûr, c'est le prix de prod. Et ce que je vois techniquement autour du prix de prod, bon, bah, c'est ici deux belles zones de prix qui n'ont pas du tout été retravaillées, qui ne demandent que ça à être rebossées. Donc entre 49 000 et quelques, légèrement sous les 50 000, 50 600, 43 900 $. Et sachant qu'ici, on a à peu près le prix de production, donc ce serait une superbe zone. Sachant qu'ici, c'est le bottom du lancement des ETF, donc ça serait un lot qui a de grandes chances d'être protégé par la suite et pour aller s'occuper de toutes ces zones ici. Ça, c'est pour la technique, ok? Maintenant, bien sûr, si on rentre dans une période de récession, de troisième guerre mondiale, etc., avec des taux aussi élevés, on ne pourrait pas trop imprimer d'argent et sans argent frais, ça va être compliqué de booster les marchés. Donc ça, bien sûr, ça sera à prendre en compte. Donc là, faut pas se précipiter, etc. Parce qu'on s'est mangé le même truc, un conflit Iran-Israël, on se l'est mangé en avril. Il y a eu une belle bougie rouge bien dégueulasse. C'était ici, le marché recover derrière. Ce qui pourrait arriver, bien évidemment. Maintenant, d'un point de vue technique, pour moi, j'en parlais depuis quelques temps, le fait d'avoir rejeté dans cette zone d'inefficience ici, qui était un objectif pour le prix, le marché revient combler ces zones-là. Là, il y a de grosses zones d'inefficience, donc ça, il faut se dire que le marché viendra. Là, on vient de taper un gros point d'intérêt ici. Je pense personnellement qu'on va aller chercher ce lot de consolidation ici, là, sous les 50 500. Et une fois que ça se sera fait, l'objectif du prix sera de revenir chercher ces inefficiences ici, parce que c'est ce qu'on appelle du rebalancing, ok? Le marché laisse très rarement ça derrière lui. Donc là, en fait, attendez-vous à ce que le prix, probablement, donc soit on trouve un bottom là, parce qu'on a chassé un niveau de prix important. Tous les sell stops à exécuter étaient sous les 53 300, ils ont été récupérés. Et comment savoir que le bottom se forme? Il suffit d'aller en horaire et de voir ce qu'on appelle un displacement. C'est-à-dire, en gros, vous allez voir ici 2-3 belles bougies vertes qui vont créer de l'imbalance. Ou au moins une ou deux. Voilà. Là, on va créer un truc comme ça si jamais c'est le bottom. Ce qui va se passer ensuite, c'est que le prix risque de revenir dans ses inefficiences et de former un creux ascendant pour retourner dans l'autre sens. Ok? Si ça ne se fait pas ici, pour l'instant, il y a une réjection. Et moi, ce que je vais surveiller ce matin pendant la session de Londres, parce que là, il faut savoir que la session de Londres n'a pas encore commencé. Hein. Là, on est en train de quitter la session asiatique. Enfin, là, on est sur le prix de minuit UTC de New York, donc on va bien voir dans quelle direction va aller le prix. Mais ce que je vais surveiller personnellement aujourd'hui, c'est la réjection de cette mèche, autour des 53 200. Pour moi, un Bitcoin qui se réinstalle sous les 53 200, c'est probablement pour faire une continuation baissière. Et après, à ce moment-là, son objectif de prix, ce sera cette zone de consolidation. Pourquoi cette zone de consolidation? Puisque le marché, en fait, est attiré par des points d'intérêt. Toujours, j'en parle tout le temps. Le marché va pas s'arrêter à un endroit par hasard. Ok? Il faut savoir qu'il faut de la contrepartie. La contrepartie, c'est quoi? C'est quand votre stop loss s'active, par exemple, il est acheté par quelqu'un d'autre. Si vous étiez acheteur, si vous êtes vendeur, que vous êtes short, votre stop de short va être revendu par quelqu'un. Ok? Donc, vous pouvez soit fermer votre short en ouvrant le short de quelqu'un ou en fermant le long de quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une vente en face de votre achat, parce que quand vous fermez un short, ça fait un achat au marché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y a plein de gens là qui se voient leur position fermée de force, que ce soit des stop loss, des liquidations, etc. Ça, il faut bien de la contrepartie. Il faut bien se dire ici qu'il y a du market making. Et je le rappelle encore une fois, parce que j'entends beaucoup de conneries là-dessus. Oui, les market makers accumulent du Bitcoin pour aller à 100 000. Ils en ont rien à foutre, les market makers. Que le Bitcoin soit à 10 000 ou à 100 000, leur objectif, c'est le même. Le rôle du market maker, c'est le même. C'est de s'assurer que le marché soit liquide et que les ordres s'exécutent correctement. C'est simplement ça le rôle du market maker. C'est que demain, tu puisses vendre sans que le prix fasse ça. Parce que si tu vends, et si tout le monde vend et que le prix fait ça, il y a un problème. Par exemple, les 5 milliards qui ont été absorbés par le gouvernement, enfin de la vente du gouvernement allemand, c'est probablement du market making, ok? Parce que s'il n'y a pas de market making, vous vous doutez bien que si le gouvernement allemand vend des milliards et des milliards en l'espace de quelques jours et qu'en face, il n'y a pas un appétit institutionnel super élevé, ils auraient pu balancer le prix beaucoup plus bas. Okay. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a du market making qui opère des rachats. Et leur objectif, c'est pas de spéculer à la hausse, c'est juste de s'assurer que le marché exécute les ordres correctement. Et ces market makers n'auront pas pour but de faire de la plus-value, puisque par exemple, quand ils vont acheter sur le spot, ils ont plein de moyens de hedger ce qu'ils font, et eux, leur but, encore une fois, c'est pas d'être net long, net short, c'est d'être delta neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, on exécute les positions correctement pour qu'il n'y ait pas de problème de liquidité, et derrière, on a des hedges sur des contrats dérivés qui nous permettent d'être neutres. C'est-à-dire que s'il y a énormément de gens qui vendent sur le spot,
bah, on va essayer d'absorber une partie pour pas que le prix dégringole et aille à zéro, par exemple. Si pendant un moment, il y a très peu d'acheteurs et il y a énormément de vendeurs, la contrepartie, généralement, c'est du market making. Et eux, en fait, ce qu'ils vont faire par la suite, c'est redistribuer leur position. Et c'est pour ça que on a ce qu'on appelle du rebalancing. Donc, on aura un retour du prix dans ces zones d'inefficience parce que ici, on sait qu'il y a énormément de contreparties acheteuses, de market making. Et encore une fois, je le répète, ils sont pas là pour faire de l'argent, c'est leur rôle. Parce que ici, il y a énormément de sell stop et de liquidations qui ont été exécutées. Il suffit d'aller ici sur les contrats dérivés, de voir qu'on a des liquidations qui sont assez importantes. Et depuis avril 2021, Binance et la majorité des exchanges ne communiquent plus les vraies valeurs de comment ça s'appelle, des liquidations. Ils ont changé la façon de communiquer l'API. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de liquidations que ça, peut-être même 10, 100 fois plus. Il suffit de passer ici en échelle weekly et de voir que depuis avril 2021, voilà, il y a un problème au niveau des liquidations. Ça, j'en avais parlé avec un gars qui code des outils order flow et voilà, à l'époque, ça c'est les liquidations. Voilà, faut pas nous faire croire que sur des mouvements similaires, hein, on a des liquidations de 200 millions à la semaine. Et à l'époque, avec un mouvement similaire, donc ici, on avait des liquidations de 1,7 milliard. Non, il y a jamais de la vie, il y a aussi peu de liquidations, sachant que l'open interest est beaucoup plus élevé qu'à l'époque. À l'époque, on avait un open interest qui était élevé de 3 milliards. Là, on est à 9 milliards et il y a moins de liquidations. C'est pas logique. Là, les exchanges mentent, en fait. Donc, pas tous, mais il y en a qui mentent sur les liquidations. Donc là, néanmoins, surtout Binance. Et ces liquidations, bah, faut les acheter, en fait. Faut les acheter, faut les revendre à un moment donné. Donc ça, c'est le rôle du market maker. Enfin, bref. Donc, c'est pour ça que le prix, généralement, surtout pendant des événements où, bah là, on est un peu sur un événement, je sais pas si on peut appeler ça un Black Swan, mais en tout cas, on est sur un événement qui va marquer de la volatilité. Il y a ce qu'on appelle des opérations de market making qui se font et il y a souvent le prix va aller s'arrêter dans une zone au niveau d'un point d'intérêt. Et c'est pour ça que ça, c'est un point d'intérêt, 53 500. Ok. Le prochain point d'intérêt sera c'est de l'eau. Pourquoi? Parce que ce sont deux plus bas weekly. Ok. De l'eau hebdomadaire. Donc là, il y a une zone d'intérêt, là, il y a une inefficience. Le prix a comblé toute cette inefficience ici vectorielle. C'est bon, c'est comblé à 100%. On s'était arrêté juste avant un peu. On y est revenu. Si cette zone d'inefficience saute, là, les 53 100, le prochain point d'intérêt du prix sera de venir aux 50 400 $. Et ce sera probablement ici, éventuellement, que le prix pourra essayer d'opérer un reversal pour aller faire ce qu'on appelle le rebalancing, c'est-à-dire retravailler cette zone, là, qui est bien ouverte, des 64 400 à 61 000 $. Ok. Cette zone sera retravaillée. Et si vous regardez le price action, moi, c'est ce que j'ai fait ce week-end, on a laissé énormément de stops intacts derrière nous. Ce qui permettra justement de redistribuer les positions de contrepartie qui sont en train d'être achetées sur ces niveaux de prix. Mais bon, ça bref, encore une fois, on en parlera quand il y aura des signaux de bottom. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Alors peut-être qu'on a bottom, mais il n'y a pas encore de force ici. Il n'y a que des réjections. Donc on veut voir vraiment de la force haussière, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ce que je vais faire ici, c'est... Donc ça, je l'avais laissé. Je vais juste mettre ça sur le graphe. Hop. Ici, sell side. C'est une zone de sell stop. Tac, tac, tac. Et regardez, hein, c'est pas anodin. Si vous regardez le volume, là, on a une bougie vectorielle. Une bougie qui a bien plus de volume que les bougies précédentes. Regardez, le record de volume, il se fait où? Est-ce que c'est anodin, sérieux, que le record de volume se fasse là? Bah non, c'est pas anodin du tout. C'est une zone de sell stop. Regardez le record de volume. Ici. On a 148 000 bitcoins qui ont été échangés. Bon, Binance nous dit qu'il y a environ 15 millions de liquidations. Ils se foutent de notre gueule. Hein. Déjà, quand vous faites le calcul ici de 149 000 bitcoins échangés à un prix moyen de prendre la moitié de la bougie à 54 700 $, ça fait déjà un volume de 8 milliards sur une bougie de 1 heure. Ils vont nous dire que sur 8 milliards de dollars de volume échangé, il n'y a eu que 15 millions de dollars de liquidation. Bon, bullshit. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est ici que tous les sell stops ont été exécutés. Et donc ça, là, dites-vous qu'il y a de la contrepartie de market making. Et eux, leur but, c'est pas de faire de la plus-value, c'est d'absorber en fait ces ordres pour pas que le marché perte puis se retrouve à genre 40 000 $, par exemple. Et que lui, le spot, il soit à 52 000 pour éviter ces problèmes-là. Du coup, ces positions, ils vont les redistribuer. Ces zones d'inefficience, elles servent à ça ici. Enfin bref, ça sera pour plus tard. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut, c'est que et je vais aussi vous... Hop, mettre ce niveau sur le graphique horaire. Si jamais le displacement n'arrive pas là, il arrivera probablement ici. Et là, au moment où on verra du displacement ici, là, il y aura un très bon signal pour se dire, OK, on va commencer à spéculer sur des creux ascendants et à ce que le prix, maintenant, se dirige vers
des zones d'inefficience qu'on a laissées plus haut. Et ça s'appellera la phase de rebalancing. Ok. Donc ça, c'est pour la partie technique. Ok. Donc, pour l'instant, pas encore de signal de reprise ou de force haussière. Pour le moment, je dis bien. Ok. Même sur des unités de temps petites, là, je suis en 1 minute. À part un petit displacement 1 minute ici qui a déjà été retravaillé. Là, vous voyez, c'est zone d'inefficience en 1 minute. Bon, pour l'instant, on n'arrive pas encore à aller chercher du sommet ascendant et s'installer plus haut. Donc, bon, bien sûr, il y a eu un rachat de position ici. C'est la fameuse contrepartie dont je vous parle, mais c'est pas encore trop ça. Et je pense que du côté de Londres, ça peut paniquer là ce matin et nous former de la pression à la vente éventuellement. Pourquoi pas, ok. Même là, ici en 5 minutes, je vois pas grand chose. Hein. Les zones d'inefficience baissière qui se sont formées sur la prise de stop, pour l'instant, sont respectées. Donc ça peut éventuellement indiquer, je vais essayer de faire encore une continuation baissière, peut-être pour aller chercher le prochain point d'intérêt, les 50 500 $. Également, quand vous regardez le prix en mensuel, ici, on voit que cette zone d'inefficience vectorielle est ouverte encore jusqu'aux 48 900 $. C'est vrai que passer sous les 50 000, psychologiquement, ça va commencer à faire mal. Et c'est là où on pourrait opérer une capitulation éventuellement sur ce mouvement. Là où les gens vont dire, bon, c'est trop, je lâche mes positions. On serait proche du premier arrêt, voilà, il suffit juste de faire une petite mèche dessous, venir combler toute cette imbalance. Et là, je pense qu'on serait bon, en tout cas, sur cette vague. Éventuellement, à part si ça part dans un cataclysme baissier type Covid 2.0 où le marché vraiment part en mode full panique, full margin call, et donc là à ce moment-là, bon, c'est les ordres du marché, c'est-à-dire qu'en gros, si tout le monde se fait liquider sur les contrats dérivés, à un moment donné, le market maker il est gentil, mais ce qui doit arriver arrive et on se mange un Covid 2.0 comme ici. Ok, et donc là, c'est en gros une situation de marché qui est rare, mais qui peut arriver. Il y a tellement de gens qui se font liquider, il y a tellement de ventes, qu'il y a tellement peu de contrepartie en face que le prix, en fait, se fait littéralement exploser. Et à ce moment-là, il n'y a plus trop comment dirais-je, de raisonnement cohérent au niveau de la technique. Là, c'est vraiment que du prix pur et de la liquidation pure. Et où est-ce que le prix va les purger un maximum jusqu'à ce que l'effet domino de liquidation s'arrête. Donc ça, bon, c'est l'un des pires scénarios si jamais ça arrive. Mais en théorie, si on part pas dans ce scénario-là, je dirais personnellement que 50 400, 49 000, allez pour être précis, 49 000, 50 400, c'est vraiment une zone où j'estime qu'il y a de grosses probas de trouver un bottom. Pas le bottom définitif, bien évidemment, mais en tout cas le bottom de cette vague baissière ici qui permettra de faire là le rebalancing ici. Donc 58 000, 63 000. En fonction des unités de temps, ça change un petit peu, même en daily, là, ça pourrait changer. Voilà, là, il y a vraiment une grosse zone à rebosser. Quoi qu'il en soit, ça tourne dans ces eaux-là, quoi. C'est un peu la même zone qu'ici, hein. En gros, c'est de se dire que, voilà, ce qu'on est revenu combler ici avant de top, en fait, on reviendra le combler, ça. Ici. Mais avant, le prix risque d'aller faire un petit tour, je pense, sous les 50K, avant de revenir bosser ces zones. Et ici, encore une fois, là, ça sera une zone éventuellement de reverse si on continue cette dynamique baissière, hein, pour aller encore faire un nouveau plus bas, si jamais ça nous attend. Si jamais là on n'est pas sur une vague de capitulation ou de bottom finish, ok. Donc impossible de savoir si on sera sur un bottom définitif. Le mec qui vous dit oui, moi je suis sûr que là c'est le bottom, on n'ira pas plus bas. Bon, peut-être qu'il aura raison dans quelques mois, mais en tout cas si il se trompe, bon tant pis pour lui. Et moi je fais pas partie de ces gens-là qui spéculent absolument sur un bottom ou un top définitif. Je m'adapte en fonction de ce que fait le prix, tout simplement. Pourquoi ici je me suis hedgé vendredi, donc c'était le vendredi je sais plus combien. Vendredi 19 juillet, non attendez, peut-être, oui, ici là, vendredi 26 juillet, parce que ici pour moi j'estimais qu'on avait des chances de trouver un point de retournement dans ces zones de prix ici. C'est pour ça que je me suis hedge, tout simplement. Là je vais très probablement, s'il y a une réaction du prix en horaire là sur ces niveaux ou sous les 50 500, je vais très probablement fermer mon hedge. Parce qu'à ce moment-là, je vais targeter des objectifs de rebond du prix dans les 64 000, 161 000 $. Et le prix ne chute jamais en ligne droite. Bon, là, il chute en ligne droite, mais vous doutez bien que le prix ne va pas faire ça. À part s'il y a un cataclysme, comme je vous ai dit. S'il n'y a pas de cataclysme, le prix risque de faire quelque chose comme ça les prochaines semaines. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, bon, psychologiquement, on commence à taper dans le dur, hein, parce que c'est corrélé à une chute des marchés boursiers également, du dollar également, qui là se fait atomiser actuellement. On a l'or qui se maintient bien. On a les bonds aussi qui se maintiennent plutôt bien.
c'est plutôt ciblé sur les assets à risque actuellement. En tout cas, sur tous les indices. Hein. Si vous regardez ici, on a déjà parlé, mais Nasdaq, etc., ça pue un petit peu sur la prise du sommet trimestriel. On en parlait ici, hein, dans les 20 100 points. Là, voilà, on a parlé de ces zones. On y est. Le prochain point d'intérêt majeur, si on ne trouve pas un bottom là rapidement sur le Nasdaq, c'est sous les 17 000 points. Donc là, si aujourd'hui on va direction sous les 17 000 sur le Nasdaq, je ne sais pas si c'est possible, ça ferait plus de 5%. Non, ils ne vont pas couper le trading, quoique ils pourraient peut-être couper autour de ces lows ici, là. Si on fait plus de 5% de baisse en 24 heures, généralement le marché coupe. C'est l'avantage qu'ils ont, on n'a pas ça en crypto. Mais ouais, le prochain gros point d'intérêt, c'est les 17 000. Si vraiment, là, on n'arrive pas à bottom ici, hein, dans ces zones d'inefficience, là, voilà, on y est. Donc on est dans de bonnes zones ici pour essayer de rebondir. Si ça ne le fait pas, prochain point d'intérêt, 17 000 points, enfin même 16 900. Et là, ça voudrait dire encore un début de semaine compliqué du côté du Nasdaq, ce qui pourrait emmener le Bitcoin sous les 50 400. Donc ça va être une vidéo qui est assez longue. J'en profite, c'est rare que je fasse des vidéos aussi longues, mais bon, là, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Concernant les altcoins, encore une fois, j'en ai déjà parlé, je sais pas si j'en ai parlé sur YouTube avec les élèves, elles ont toujours un price action de bear market pour 90% d'entre elles. Donc bon, ça, faut pas être super étonné. Alors, concernant Ethereum, ici, Ethereum, c'est vrai que la réaction du prix sur cette prise de stop n'est pas du tout la réaction attendue pour être bullish. Ok. Il y en a plein qui vont justement connaître ces concepts de sell stop, buy stop, etc., mais ne connaissent pas l'importance de la réaction du prix sur ces niveaux de prix. En gros, vont dire oui, c'est bullish. Bah non, en fait. C'est bullish, il y a une réaction du prix. S'il n'y a pas de réaction du prix, c'est pas du tout bullish. Ok. Donc là, c'est pas bull. Ce que dessine Ethereum, c'est pas bullish. Je dis pas qu'il faut pas acheter ici ou que ça va pas remonter. Personnellement, je pense que le prix va sans problème revenir dans les 3000 à 2700 $. Donc là, on a méché jusqu'à 2100. Donc le mec qui a chopé le buy à 2100, il peut revendre entre 26 et 45%, je pense, dans les prochaines semaines. Mais c'est pas bullish. Ça aurait été bullish, et c'est ce qu'on veut voir sur des prises de stop, le marché qui repart dans l'autre sens. Ok. Donc c'est bien de prendre des stops, mais c'est comme pendant les rallyes haussiers, ceux qui étaient bearish vous disaient, bah attention, il y a une prise de stop là à 32 000, 35 000, après ça va se retourner. Bah non, en fait, le prix il éclate ces niveaux. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ok. Par exemple, ça c'est baissier. Quand le marché là, il faut bien prendre les stops et se reverse juste au-dessus, là c'est bearish. Ok. Mais là, pour l'instant, on peut pas dire que ce qui est en train de faire le prix ici, c'est bull. Donc, après, je veux pas gâcher l'ambiance du truc. Pour du spot, pour moi, Ethereum, ça s'achète là. Ok, ça s'achète. Pourquoi? Parce qu'en termes de localisation, déjà, c'est propre. On est venu taguer les 61.8, je pense, quasiment. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes investisseur rationnel, vous allez trouver le point d'entrée entre 61.8 et 78.6. Donc là, on a cassé 38.2, il n'y a pas débat, à moins que la fin de la semaine, on la clôture comme ça et qu'on a une clôture in extremis là au-dessus des 38.2, bon, pourquoi pas, hein, c'est possible. Il faudrait réintégrer cette zone qui a été perdue. Là, auquel cas, ça serait assez bullish. Hein, si vraiment en fin de semaine, on réintègre au-dessus des 2008-2009, là, c'est vraiment pas mal. Bon, on est lundi, il peut se passer encore plein de choses, bien évidemment. Vous, vous doutez bien qu'un gros short squeeze d'ici mercredi, jeudi, vendredi, ça peut arriver, qui pourrait ramener le prix ici, bien sûr. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, une fenêtre assez pas mal. Voilà, ça va être la zone de rechargement long terme de tout ce mouvement ici, entre 2100 et 1600 $. Bon, maintenant, on n'est plus très très loin. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais on pourrait y aller. Il y a de l'imbalance à combler dans cette zone de rechargement. Il y a une très grosse zone ici qui s'étend à peu près des 1600 jusqu'aux 1770 $. Ça ne veut pas dire qu'on va y venir. Déjà, là, on est en train de bosser cette zone d'inefficience ici qui était tout le temps ouverte. Vous voyez, on a comblé tout ça. Si le marché n'arrive pas à se reprendre dans cette zone de prix, bah, il va aller chercher des points d'intérêt ailleurs. Il y aura, et là après on parle en points d'intérêt mensuels, hein, c'est-à-dire ici, l'open mensuel. L'open de 2024, elle est là, à 2285, on est venu la tag. Et surtout, ce sera le lot de 2024 actuel qui sera le prochain gros point d'intérêt d'Ethereum. Donc pour moi, ce sera ici sous les 2067 $. Je pense que Ethereum, cette semaine, va aller chercher ce niveau, les 2067 $. Et je pense qu'on aura, en même temps que Bitcoin, genre Bitcoin va sous 50 000, tous les médias vont en parler, vont faire les gros titres, le Bitcoin passe sous les 50 000 $, les analystes estiment qu'il sera à 30 000 dans 3 semaines, histoire de bien faire paniquer tout le monde. Et Ethereum repasse sous les 2000 $, la monnaie phare, machin, pourrait atteindre les 1000 $ d'ici quelques mois, d'après un analyste bidon, par exemple. Ok.
Ce qui permettrait d'aller chercher le point le plus bas actuellement en 2024, ça serait un point d'intérêt énorme pour le prix. Quand vous regardez la bougie annuelle actuellement, voilà, on a open ici à 2280, on est monté à 4087 et là, on est à 2333. L'open 2024, c'est là à 2064. C'est de se dire que tout ce qui vient sous 2064, c'est un très bon prix parce que vous achetez moins cher que tous ceux qui ont acheté en 2024. Donc c'est très bien, ok. Sachant qu'il y a des institutions ici qui ont dû acheter de l'Ethereum, etc. en amont des ETF Ethereum. Donc ouais, gros point d'intérêt, 2067 $, pardon. En tout cas, sur le dérivé de Binance, ici, ça dépend des exchanges sur lesquels vous regardez, Coinbase, BitGet, etc. Bien évidemment, ici, vous regardez du spot ou du perp. Mais en tout cas, ça sera un gros point d'intérêt ici à aller chercher. Maintenant, si jamais on a une fin d'année qui est plutôt baissière, donc imaginons la août, ça bottom, septembre, octobre, ça remonte, et malheureusement, à la fin de l'année, elle est baissière pour les élections. Ce qui serait peut-être pas la chose la plus réaliste, mais bon, imaginons qu'on parte dans ça. Bon, bah, à ce moment-là, ce serait plutôt ces zones de prix là qui seraient alléchantes sur Ethereum. Quoi qu'il en soit, si vous avez des convictions sur Ethereum et que vous vous projetez bullish, en tout cas pour moi ici là, ça ressemble à ce qu'a fait Bitcoin en 2019, c'est-à-dire un top plus bas que le précédent, plus bas que sur la TH de 2017, et on a trouvé un creux ascendant. Dans la souffrance, mais on l'a trouvé. Je pense qu'Ethereum est en train de nous faire un copier-coller de ce qu'a fait Bitcoin en 2019. Ici. Donc je pense que là on est dans une phase où push, on trouve un second creux et ensuite là on aura le méga breakout qui nous relancera un vrai bull run ici, direction 5, 6, 10, 10 000 $ par exemple. Mais je pense que ça va mettre du temps, ça va pas se faire en 3 jours et là il va falloir être patient et attendre que le creux ascendant se forme, mais en tout cas plus on se rapproche des lows, plus c'est intéressant, tout simplement. C'est juste ce qu'il faut se dire. Donc là en fait si vous êtes dans du spot, pour moi, bon déjà les 2300 ça s'achète éventuellement, surtout après des vagues de panique comme ça. Et il faudra, je pense, dérisquer dans ces zones, c'est-à-dire en gros récupérer un peu de profit, pas tout. Imaginons que vous avez acheté un Ethereum là à 2300, entre 3000 et 2700, vous revendez un petit peu d'Ethereum, comme ça si ensuite le prix fait juste du rebalancing et qui rechute, la prise de bénéfice que vous avez fait là, vous la réinvestissez un petit peu plus bas, ça vous permet d'accumuler. Ok. Mais en gros ce qu'il faut se dire c'est que là dans ces zones d'impulsion ici, dans tout le rebalancing de cette phase haussière, là on arrive dans des zones où c'est très intéressant pour investir sur du spot. Donc on va dire les 1500, 2000 $, c'est vraiment de très bons prix sur Ethereum si vous vous projetez à long terme, puisque là on parle de revendre d'ici 2025 au-dessus des 4100 et au-dessus des 5000 $. Donc acheter autour des 2300 et pouvoir revendre à 4100 ou 5000 l'année prochaine, bon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ok. Maintenant, c'est comme Bitcoin, va falloir attendre des signaux de force. Pour l'instant, en horaire, il n'y en a pas trop. Alors certes, il y a des signes de réjection et là on a plusieurs corps de chandelle au même endroit, donc on dirait bien que les 2300 trouvent acheteurs pour le moment. Je vais surveiller le seuil médian de cette mèche. Savoir que si le prix se réinstalle sous le seuil médian de cette mèche, pour moi ça sera un signal de continuation à la baisse. Vous pouvez voir que ici on a retagué parfaitement le seuil médian, ça a été racheté immédiatement ici. Ça c'est pas anodin. C'est une trace algorithmique ici. Donc il faudra voir si cette zone va être défendue ou non. Si c'est pas le cas, bon bah attendez-vous un nouveau plus bas et hop, je vais synchro ça sur le layout, mais il faudra se dire que le prochain objectif sera les 2067 et c'est à ce moment-là où on risque de trouver de la contrepartie. Et encore une fois, c'est ici que on veut voir ça. On veut voir de la force ici qui crée des imbalances haussières. On veut pas voir le prix se faire rejeter par des imbalances baissières, parce que ça c'est baissier. Là actuellement, on est en train de se faire rejeter par une imbalance baissière. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la continuation baissière. Ok. Ce qu'on veut voir, c'est un marché qui ne respecte plus les imbalances baissières et qui forme des imbalances haussières. À ce moment-là, là, il y a un changement dans le comportement du prix. Exemple, on va venir ici. Hop. Mais là, vous avez de la force haussière. On forme un creux ascendant et on arrive à repartir dans l'autre sens. Ok. Bon, on avait parlé de cette zone de stop, hein. Ça risquait de sauter les 2790, c'était trop... c'était pas anodin de laisser les stops ici, c'était pour plus tard, donc là le marché y est venu. Mais on veut voir cette réaction de prix. Ok, par exemple, là. Là, il y a de la force. Et là, ça se verra mieux en horaire, mais en gros, c'est ce que vous voulez voir. C'est généralement comme ça qu'un bottom va se former. Et un top, pareil. Généralement, un top, ça se forme après une prise de stop et une force baissière. Ok. Ici, par exemple, là, vous voyez, là, on crée des imbalances haussières que le marché est revenu bosser, ici. Et ensuite, hop, on est reparti dans l'autre sens. On a refait de la force haussière, on est revenu combler cette inefficience et on a push dans l'autre sens.
Bon, Ethereum est faible, hein, il n'est pas super fort, mais ici, par exemple, là, quand vous regardez, là, vous voyez, là, c'est bien. Là, il y a de l'imbalance haussière qui se forme. On revient combler cette imbalance, on push. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir. Pour l'instant, on n'a pas ça, mais ça serait pour bientôt. En tout cas, je pense que ce sera pour cette semaine et qu'à ce moment-là, le prix retracera, etc., etc. Maintenant, concernant les altcoins. Bon, je sais que c'est une vidéo qui est assez longue. Hein. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'espère que vous apprenez des choses. Pour revenir sur les alts. Alors, bon, déjà, RSR, on avait vu la semaine dernière, on arrive dans la zone où il fallait combler cette zone. Ça, encore une fois, c'est pas anodin. Et que le prix s'arrête ici, pour l'instant, c'est pas anodin. Ici, en 1 heure, on va avoir pareil, des petites mèches de réjection. Bon, moi, je vais vous parler de l'indice Orders. C'est-à-dire, en gros, c'est le market cap en ayant retiré le top 10. Là, on peut pas dire que ça, c'est haussier. Okay, cette vague n'est plus du tout haussière. Ça fait longtemps. J'en parle toujours quasiment avec les élèves ici. Nous, ça fait longtemps qu'on se dit que, bon, au niveau des altcoins, là, il n'y a plus eu un price action bullish et qu'il faut attendre que ça se reverse. Le signal bullish a été donné sur la prise de ce sommet ici, là, en octobre 2023. Ensuite, depuis que le prix a repris une dynamique baissière, qu'il fait des creux et des sommets descendants, bon, pour l'instant, ça, c'est un price action de marché baissier. C'est-à-dire que les alts, ce qu'elles font, c'est dump, rebalancing, dump, rebalancing. C'est comme ça qu'un marché baissier se forme. Peut-être qu'en 3 jours, ça se verra un peu mieux. Ou en daily. Mais on dump, on crée des imbalances, elles sont comblées. On redump. On crée des imbalances, elles sont comblées. Donc là, pour ceux qui ne les voient pas, c'est vrai que ça peut être compliqué quand on est débutant. Hop, on a des imbalances, on les recomble, on descend. Alors là, on fait des imbalances baissières qui vont être comblées à un moment donné, surtout en weekly. Ici, là, il y en a une très belle. C'est pour ça que après le massacre, je m'attends à un rebond qui ira faire justement ce qu'on appelle le rebalancing. On verra si c'est le bottom définitif ou non. Ça, on verra bien. Maintenant, d'un point de vue technique, là, je passe en mensuel et on voit que il y a quand même des déséquilibres haussiers, donc des inefficiences haussières qui appellent le prix à être comblé. Et donc ça, sur l'indice total orders, c'est entre les 120 milliards et les 160 milliards. Donc c'est de se dire que pour l'instant, le bain de sang, entre guillemets, n'est pas encore fini sur les altcoins et que ça pourrait trouver un gros point de rebond autour des 160 milliards à 120 milliards sur cet indice. Après, il y a des altcoins qui vous donnent des points de repère. Je vous en parle, c'est cadeau. Moi, personnellement, c'est Solana qui, ici, hop, là, est proche de 1 lot mensuel, 2 lots mensuels, 3 lots mensuels. Ok. On a chassé le plus bas du mois dernier, du mois de juillet, ici. Regardez le mois de juillet, où est-ce qu'il s'est arrêté. Après, vraiment que ça, c'est anodin. On s'est arrêté après la chasse du mois de mai et du mois de juin, ici. Et quand vous regardez le graphique comme ça, regardez-moi ce range, prise de stop, reversal. Du coup, la contrepartie, elle est où? Sous ce lot ici à 113 $. Pour moi, 113 $ va être tag sur Solana. Ce qui pourrait indiquer que ce début de semaine peut encore nous donner un petit peu du jus baissier. Là, sur les altcoins, pour aller chercher, par exemple, sur Solana, ce point d'intérêt autour des 112. Maintenant, bon, on voit qu'il y a 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3 lots mensuels encore à prendre. Donc 112, c'est un objectif. 112, 113. Ici, également 103 $. Ok. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, il y a une méga prise de stop à faire. Au moins jusqu'au 113. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est bien parti pour aller la faire, voire également prendre les 103 $ et faire une petite mèche sous les 100 $, histoire de prendre les stops mécaniques. Donc là, ça correspond pas forcément à quelque chose sur le graphique, c'est juste en fait une valeur psychologique où il y a plein de gens qui ont peut-être mis des stops à 99 $. Ils sont peut-être dans des longues ici, ils ont dit bon, stop à 99. Généralement, le marché il va taguer ces niveaux pour se retourner. Par exemple, Bitcoin, il est venu déclencher les 70 000 $ avant de se retourner. Ok, ça c'est pas anodin. Pareil. Voilà, on s'est assuré ici d'être venu prendre les stops jusqu'à 70 081. Ensuite, on s'est reverse. Ok, vous voyez, généralement, reversa, là, ça prend cette forme. Prise de stop. Et là, vous avez un flux bien dégueulasse. Bon, bah, c'est ce qu'on voudrait voir ici. Prise de stop. Alors, peut-être de solo, prise de stop. Et là, voilà, un reflux assez fort. Si jamais c'est pas là, ça risque d'être sous les 50 500. Et là, on veut voir un reflux assez fort. Pour revenir du coup sur les altcoins, comme je dis, il y a des indicateurs comme Solana qui m'invitent à penser que bon, il n'a pas atteint son point d'intérêt. Ethereum, je pense qu'il va aller sous les 2067 $. Donc pareil, Ether n'a pas atteint son point d'intérêt. Bitcoin, peut-être les 50 500, sous les 50 500, il y a un bon point d'intérêt également. Donc c'est de se dire que ce début de semaine peut encore nous permettre d'aller chercher un petit peu plus bas. Une fois que ces niveaux vont être tag,
là, il y a énormément de contreparties. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché va probablement trouver un point de rebond ici. Ok. Une fois que le marché sera venu déclencher cette zone, bon, sa prochaine zone d'intérêt, ce sera cette grosse zone d'inefficience qu'on a laissée ici. Donc ce sera se dire que la semaine prochaine et les semaines à venir, retrouver un Solana dans les 140 à 165 $, ce n'est pas impossible. Maintenant, la question, ce sera de savoir est-ce qu'on assiste à du rebalancing? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, bon bah, c'est baissier, on rebalance et ensuite on fait quoi? Bah, on continue le flux jusqu'à de prochains points d'intérêt qui là seraient éventuellement sous les 79 $. Donc là, ça serait un peu moche. Hein. En gros, le prix ferait quelque chose comme ça. Par contre, c'est pas juste du rebalancing, mais vraiment bottom is in. Là, on veut que cette zone ne soit pas respectée et que le prix, voilà, aille faire un nouveau sommet et qu'on se redirige dans quelque chose d'haussier. Mais pour l'instant, bah là, on attendra de voir. Et pareil, pour quelqu'un qui achète sur du spot sous les 100, là, les 112, allez, on va dire même sous les 103, donc on va dire entre 90 et 115 $, pourra revendre, je pense, les prochaines semaines entre 140 et 165 $. Maintenant, encore une fois, la question, c'est comment le prix va réagir et est-ce que le prix formera un sommet descendant? Tac, 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 tac. Ou est-ce que le prix arrivera à rompre cette zone? Et là, on pourra spéculer sur une vraie reprise haussière. C'est bon, direction les 212 et direction l'ATH à 260. Ok. Donc c'est important de vivre au jour le jour, surtout sur les marchés. Bien sûr d'avoir un plan en amont, mais de pas là se dire c'est bon, let's go, c'est le bottom définitif, marché crypto il va repartir to the moon. Alors ça peut, ok, mais prévoyez quand même des take profits partiels dans des zones évidentes pour sécuriser vos positions et avoir pas de regrets si jamais c'est pas maintenant, mais c'est dans quelques mois la vraie reprise haussière. Encore une fois, on n'est pas une histoire de quelques mois. Vous êtes là, vous avez des convictions, vous pensez qu'il y a un bull run. Bon bah voilà, hein, Solana 113, là ça va être déclenché, là. Impossible que le prix s'arrête, enfin impossible. Si le prix s'arrête là et qu'il rebondit, ça confirmera, d'autant plus qu'il n'y a pas de bottom. Mais bon, là, on semble y aller. Du coup, ça peut probablement dire que BTC repart à l'attaque de sa mèche. Mais oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans le marché crypto, si vous avez des convictions, vous pensez que ce marché va être bullish à un moment donné, qu'on va avoir des ATH, etc., etc. Donc, encore une fois, ce qui vous manque, c'est le timing. Et le timing, c'est compliqué de l'avoir. C'est l'une des choses les plus importantes. Mais quand voilà, vous voyez, on attaque la prise de stop. Et donc là, on va voir probablement, peut-être en 1 minute, un début de rachat de bougie éventuellement. Mais bon, ça, on s'en fout. En tout cas, on doit avoir du volume ici. Hein. Voilà, beaucoup plus de volume ce qui a été exécuté précédemment. Ça, encore une fois, c'est pas anodin. Et le record de volume intervient sur cette mèche qui vient prendre les stops à 113 $. Vous voyez. En gros, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous n'êtes pas à quelques mois près. Donc, construisez, lissez vos positions et vous mettez pas en position de bah merde, j'ai rien foutu, je suis obligé de racheter quand ça part en to the moon. C'est pendant ces périodes-là où il faut se construire son bag, avoir des convictions et ensuite le reste appartient à l'avenir et on verra bien jusqu'où va ce marché-là. Vous mettez pas en position où vous pouvez tout perdre. Par exemple, investir à levier, etc. C'est complètement con. Si vous pouvez pas vous le permettre, il y en a qui peuvent se le permettre, d'autres non. Donc le spot, il n'y a pas de risque de liquidation. Vous holdez tranquillement et puis vous achetez bien bas et quand le prix repartira au nord, vous prenez des partiels, vous sécurisez vos positions. Si c'est pas la reprise d'un bull run mais un simple rebond, le fait d'avoir pris des partiels vous permettra justement de sécuriser et d'avoir sécurisé, d'avoir du cash pour acheter moins bas en cas de future continuation baissière. Et si jamais vous avez pris des partiels et que c'est bon, on est reparti en bull run, pas de regret, vous avez du cash de côté. Et le reste vous permettra, les tokens que vous gardez, vous permettra de gagner plus d'argent en cas de bull run que vous pourrez revendre plus cher. Mais au moins, vous ne serez pas en position de celui qui arrive à la fin et qui finit par FOMO tout en haut. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc là, vous voyez sur Solana, sur la prise de stop, là, bon, je suis en 1 minute, hein, mais voilà, il y a du rachat ici, c'est complètement normal, c'est un mécanisme normal. C'est pas anodin que ça se fasse ici et pas ailleurs. Encore une fois, là, on a la preuve en direct que le marché... il répond à des zones bien précises et que ça sort pas de notre chapeau. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous avez également tous les liens importants en commentaire épinglés. Je vous rappelle que Bybit c'est fini en France, donc maintenant il faut aller sur une autre plateforme. Personnellement, je vous recommande BitGet et pour avoir parlé avec eux, ils s'en foutent un petit peu là de ce qui se passe en France. Eux, ils ont pas, en tout cas pour le moment, ils ont pas intérêt à fermer leur service aux Français. Ils s'en foutent un petit peu.
Donc c'est une plateforme qui peut être utilisée sans problème. Également, vous avez la formation et le VIP gratuitement en passant justement via le lien partenaire, en vous inscrivant sur Bitgate. Vous avez toutes les informations ici. Puis pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Vous avez toutes les informations ici. Configurer le copy trading. Il y a une vidéo qui vous explique absolument tout sur comment rejoindre le copy trading. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former dans un environnement sympa, dans lequel vous allez bien être aiguillé, vous allez apprendre plein de choses. Tous les jours, je suis là pour faire les market reviews. Le week-end, on est là dans le Discord, etc. pour répondre aux questions. Ça se passe dans l'école, ça commence à partir de 49 € par mois, sans engagement, vous annulez le renouvellement quand vous le souhaitez. Et ensuite, il y a les offres 3, 6 et 12 mois. Si vous voulez apprendre et investir sur vous-même, ça peut être un bon endroit pour vous pour apprendre plein de choses et justement prendre profit de ces phases de marché actuelles. Je m'arrête ici, bonne journée, on se retrouvera demain. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter, je suis assez actif, je fais pas de vidéos, 3 vidéos par jour, 4 vidéos par jour. Du coup, des fois, quand il y a des choses intéressantes, je le dis sur Twitter si mon brief du matin a déjà été fait. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitter, pareil, tout est en barre d'infos, etc. Bonne journée, à demain, ciao ciao.